Je me souviens de nos débuts, de ce lien que je croyais inébranlable, bâti sur des rêves simples et des sacrifices partagés, un amour que je pensais gravé dans la pierre des jours, une alliance tacite contre la dureté du monde. Je m'appelle Thomas, et j'avais 42 ans à l'époque où mon monde a basculé, un âge où l'on est censé avoir posé les fondations, où l'on regarde en arrière avec une certaine fierté et en avant avec des espoirs mesurés, réalistes. J'étais né et j'avais grandi dans une petite ville industrielle du nord de la France, un endroit où le travail est une valeur cardinale, une sorte de religion silencieuse transmise de génération en génération. L'usine, la sueur, l'odeur du métal chauffé et des machines vrombissantes, c'était mon héritage, ma patrie. J'avais quitté cet horizon gris pour la banlieue parisienne il y a une vingtaine d'années, cherchant, comme tant d'autres, une meilleure fortune, un coin de ciel un peu moins chargé de fumée et de fatalité. Je suis chef d'équipe dans une entreprise de logistique, un travail qui ne paie pas de mine mais qui nourrit son homme, et qui, j'en étais convaincu, nourrissait ma famille. Notre maison, c'était un pavillon des années 70, avec un petit jardin à l'avant où les rosiers peinaient à s'épanouir malgré mes efforts, et une cour à l'arrière où nos chaises de jardin voyaient les saisons passer, de l'été poussiéreux à l'hiver humide. Elle était située dans un quartier populaire, où les façades n'étaient pas toujours impeccables, mais où les voisins se connaissaient, ou du moins se saluaient. Les cris des enfants jouant au ballon dans la rue, l'odeur du barbecue les soirs d'été, le son lointain des klaxons sur la nationale. C'était le décor de notre vie, une toile de fond ordinaire pour un amour que je pensais extraordinaire. Mon origine était modeste, et la nôtre était l'histoire classique de deux âmes qui se rencontrent, se reconnaissent dans la galère et décident de la faire ensemble. Émilie, ma femme, venait d'un milieu similaire. Nous étions deux âmes luttant contre le quotidien, les petites dettes, les espoirs modestes d'une vie meilleure dans ce monde qui n'offre rien sans effort. Nous avions toujours eu à nous battre pour chaque centime, pour chaque projet, pour chaque petite joie arrachée à l'adversité. Notre routine était une symphonie bien huilée de petites habitudes et de grands sacrifices. Le réveil sonnait à 5h30 chaque matin, une mélodie stridente qui lacérait le silence de l'aube. Je me levais en premier, mes pieds foulant le carrelage froid de la cuisine, le silence de la maison encore plein des rêves d'Émilie et de notre fils, Léo, qui avait 12 ans à l'époque. Mon café, noir et fort, était ma seule concession à l'oisiveté matinale, bu devant la fenêtre embuée, les yeux fixés sur le ciel qui hésitait entre le noir profond et un gris laiteux. Puis venait la douche rapide, l'uniforme de travail enfilé, une chemise un peu rêche et un pantalon robuste, l'odeur du savon et de l'effort. Avant de partir, j'allais embrasser Léo, qui dormait encore, son visage enfantin apaisé par le sommeil, et Émilie, son corps chaud sous la couette, un murmure de « je t'aime » qu'elle ne réentendait peut-être même pas dans son sommeil. C'était mon rituel, mon ancre, la preuve silencieuse que j'étais là, que je portais notre monde sur mes épaules. Le trajet jusqu'à l'entrepôt, une bonne quarantaine de minutes en voiture, était un temps suspendu. Je conduisais une vieille Clio qui toussait un peu en montée, mais qui nous emmenait toujours à bon port. Sur la radio, les informations matinales défilaient, égrenant leur lot d'augmentation de prix, de grèves, de catastrophes lointaines, un rappel constant de la réalité sociale, une toile de fond de difficultés financières que nous connaissions si bien. Le prix de l'essence, le loyer qui ne cessait de grimper pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être propriétaires comme nous, les supermarchés où chaque article semblait peser plus lourd sur la facture. Ces problèmes systémiques, ces rouages invisibles de l'économie, ils n'étaient pas abstraits pour nous. Ils se manifestaient concrètement dans chaque décision, choisir entre une sortie au restaurant et l'achat de nouvelles chaussures pour Léo, reporter la réparation de la chaudière, ou serrer la ceinture un peu plus chaque mois. Connais-tu ce sentiment où tu as beau travailler, avoir un emploi stable, tu as toujours l'impression de courir après ton ombre, de ne jamais vraiment avancer? C'était notre quotidien, un marathon sans ligne d'arrivée claire. Notre vie était tissée de ces petits arrangements, de ces renoncements silencieux. Les vacances? Une semaine sur la côte normande, dans un mobil-home un peu vieillissant, mais Léo adorait les plages et les châteaux de sable. Les cadeaux? Des choses utiles, pensées avec amour, jamais superflues. Nos relations familiales étaient simples, faites de visites occasionnelles, de repas dominicaux où l'on parlait de tout et de rien, mais jamais vraiment d'argent, ce tabou silencieux qui flottait souvent dans l'air, lesté par la fierté de chacun. Il n'y avait pas d'aide extérieure, pas de coup de pouce providentiel. Tout ce que nous avions, nous l'avions bâti à la sueur de notre front, brique par brique, euro par euro. C'était dur, mais cela avait le mérite de renforcer notre lien, de nous souder, je le croyais du moins, contre le reste du monde. Émilie travaillait à temps partiel dans une petite librairie du centre-ville.
Elle aimait les livres, elle y trouvait une évasion que notre vie ne pouvait pas toujours lui offrir. Nos soirées étaient simples, le dîner préparé ensemble, les devoirs de Léo supervisés, un peu de télévision ou la lecture d'un livre avant de sombrer dans le sommeil. Parfois, nous parlions de nos projets, de ce qu'on ferait si l'on gagnait au loto, des rêves fous que l'on se permettait dans la sécurité de notre chambre, à l'abri des factures et des soucis. Je me souviens de ces moments, de la chaleur de sa main dans la mienne, du murmure de sa voix, de l'éclat de ses yeux quand elle imaginait une vie plus facile. C'était notre refuge, notre château imaginaire. Pourtant, c'est dans l'ombre de ces difficultés financières, de cette lutte quotidienne, que des fissures subtiles commençaient à apparaître, des prémices à peine perceptibles d'une mélodie discordante, à peine audible dans le grand orchestre de notre amour. Au début, je n'y prêtais pas attention, ou plutôt, je les interprétais comme des signes de fatigue, de stress, la rançon inévitable d'une vie où l'on doit constamment jongler. Émilie passait plus de temps sur son téléphone, un peu trop souvent peut-être, mais qui ne le fait pas de nos jours? Je la voyais tapoter des messages avec une intensité que je ne lui connaissais pas, un petit sourire énigmatique aux lèvres. Quand je lui posais la question, elle répondait invariablement, rien d'important, des copines, le groupe de la librairie. Et je la croyais, car pourquoi aurais-je douté? La confiance est la fondation la plus solide, n'est-ce pas? Ou la plus fragile, si l'on y réfléchit. Les silences, autrefois réconfortants, remplis d'une connivence muette, devenaient parfois lourds, chargés d'une absence inexplicable. Je rentrais du travail, épuisé, et au lieu des questions habituelles sur ma journée, des récits partagés, je rencontrais un mur de distraction. Son regard fuyait le mien, s'accrochant à l'écran lumineux d'une tablette ou d'un smartphone, ses pensées semblant flotter loin, très loin de notre cuisine, de notre table. C'était comme une minuscule craquelure dans la glaçure d'une poterie ancienne, si fine qu'on pouvait la prendre pour une imperfection naturelle du matériau. Un détail insignifiant, mais qui, une fois qu'on l'a remarqué, ne s'efface plus. Elle me semblait un peu plus distante, ses caresses moins spontanées, ses baisers plus brefs, comme des gestes mécaniques, habituels, mais sans l'âme qui les animait auparavant. Je me disais que c'était le poids de la vie, cette pression constante qui émousse même les sentiments les plus vifs. Je me souviens d'une soirée en particulier. Nous étions sur le canapé, censés regarder un film, mais elle était absorbée par son téléphone. La lumière bleue éclairait son visage, ses yeux fixés sur un point invisible pour moi. Je lui ai demandé ce qu'elle regardait avec tant d'attention, et elle a juste murmuré rien, en cachant l'écran, un geste presque instinctif. Un froid a commencé à se glisser dans la pièce, un froid que même le chauffage n'arrivait pas à dissiper. C'était subtil, insidieux, comme une herbe folle qui pousse silencieusement entre les pavés d'une allée bien entretenue, une petite pousse verte qui semble inoffensive au début, mais qui cache un réseau de racines tenaces, prêtes à soulever et à disloquer tout le chemin. J'aurais dû y prêter attention, n'est-ce pas? À ses regards fuyants, à ses sourires énigmatiques, à ces moments d'absence où son esprit semblait vagabonder dans un autre monde. J'aurais dû y voir les prémices d'un effondrement, le prélude d'un orage qui allait balayer tout ce que nous avions construit. Mais comment deviner quand l'amour, la confiance, sont les lunettes à travers lesquelles tu perçois le monde? On ne voit pas la saleté sur ses propres lunettes tant qu'on les porte. Mon cœur était rempli d'une foi aveugle en notre union, d'une conviction inébranlable que nous étions, Émilie et moi, une seule et même entité face au bourrasque de l'existence. Cette conviction était ma force, mais aussi ma plus grande faiblesse, car elle m'empêchait de voir les failles, les fissures qui s'élargissaient lentement, inexorablement, au cœur de notre forteresse. C'était comme une mélodie discordante, à peine perceptible au début, un seul instrument faux dans le grand orchestre de notre amour, mais qui allait bientôt s'amplifier, couvrir toutes les autres notes, jusqu'à devenir un vacarme assourdissant, destructeur. Le destin a cette manière insidieuse de se faufiler dans les interstices de nos vies, de tisser sa toile en silence, avant de frapper là où l'on s'y attend le moins. Pour nous, pour Émilie et moi, il est arrivé sous la forme d'une lettre, épaisse, au papier crémeux et à l'entête d'un cabinet d'avocats que nous ne connaissions absolument pas. Je me souviens de ce mardi après-midi pluvieux, la lumière grise filtrant à travers la fenêtre de notre petit salon, jetant des ombres longues et vacillantes sur le tapis usé. J'étais rentré du travail, la fatigue du transport en commun pesant sur mes épaules, et j'avais trouvé Émilie assise à la table de la cuisine, cette lettre ouverte devant elle, ses yeux écarquillés, son visage blanchi. Elle ne disait rien, ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle me tendait la feuille, comme si elle contenait une entité vivante et dangereuse. « Qu'est-ce que c'est » avais-je murmuré, mon cœur serré par une vague appréhension, «
car de telles missives n'annoncent jamais rien de simple dans nos vies. Je l'ai lu, ligne après ligne, et chaque mot, chaque chiffre, s'est imprimé dans mon esprit avec une clarté brutale. Un lointain oncle d'Émilie, dont nous ignorions presque l'existence, un homme reclus et solitaire qui avait fait fortune dans l'immobilier à l'étranger, était décédé sans héritier direct. Et Émilie, par un incroyable concours de circonstances généalogiques, se retrouvait sa seule bénéficiaire. Des millions. Des millions d'euros. La somme était si astronomique qu'elle en devenait abstraite, irréelle, comme un chiffre tiré d'un roman ou d'un rêve fiévreux. C'était comme si un barrage avait cédé, libérant un torrent d'eau qui menaçait de tout emporter sur son passage. Mon premier réflexe, celui d'un homme habitué à compter chaque centime et à se priver pour l'avenir de son fils, fut un soulagement immense, une joie pure et sans arrière-pensée. Je me suis imaginé nos dettes s'envoler, les crédits à la consommation que nous traînions depuis des années disparaître d'un coup de baguette magique, la possibilité d'offrir à Léo une éducation sans les sacrifices que nous avions faits, peut-être même cette petite maison avec un jardin dont nous avions tant parlé, loin du bruit des voitures et des sirènes. J'ai regardé Émilie, les yeux brillants, et j'ai vu dans les siens un écho de cette même euphorie, pensais-je. Nous nous sommes serrés dans les bras, un long moment, et je sentais ses larmes sur mon épaule, des larmes de soulagement, de joie. On est sauvé, Thomas, on est sauvé. Avait-elle murmuré, sa voix étranglée. Je la croyais alors. Naïvement. Mais ce n'est pas la liberté qu'elle apporta, cette somme démente. Ce fut le début d'une transformation glaçante, insidieuse, une lente métamorphose qui, rétrospectivement, me semble avoir été le dégel d'une nature que j'ignorais totalement. Au début, ce furent de petits changements, presque imperceptibles. Elle passait de plus en plus de temps au téléphone, des conversations feutrées, à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. Je l'entendais prononcer des mots comme « placement »,« avocat »,« fiscalité », des termes qui, dans notre vocabulaire quotidien, sonnaient comme des dissonances. Ses yeux, d'ordinaire si vifs et si expressifs, prenaient parfois une lueur nouvelle, une sorte de calcul froid, que je n'avais jamais vu. Elle se mettait à commander des choses sur Internet, des colis qui arrivaient presque tous les jours, des vêtements coûteux qu'elle n'aurait jamais osé regarder avant, des bijoux discrets mais évidemment précieux. Elle se justifiait d'un haussement d'épaule, on peut se le permettre maintenant, Thomas. Et je hochais la tête, essayant de comprendre ce nouveau monde qui s'ouvrait à nous, sans voir qu'il nous séparait déjà. Connais-tu ce sentiment où l'on voit un languissement s'opérer chez l'être aimé, sans pouvoir l'arrêter, sans même pouvoir le nommer précisément? C'était comme regarder une fleur magnifique se transformer en une plante vénéneuse, pétale après pétale, sans que l'on puisse identifier le moment exact où le poison a commencé à agir. Elle devint distante, ses pensées semblaient ailleurs, flottant dans un univers où je n'avais pas ma place. Nos discussions quotidiennes, nos rires partagés devant la télévision, nos projets pour Léo, tout cela s'effaçait peu à peu, remplacé par des silences lourds, par des réponses évasives quand j'essayais d'aborder nos rêves d'avant. Elle me regardait parfois d'un air curieux, presque étranger, comme si elle essayait de se souvenir de l'homme que j'étais, ou peut-être de la vie que nous partagions. Son indifférence était une blessure silencieuse, une coupure profonde qui saignait à l'intérieur. Les disputes s'intensifièrent, les mots devinrent des armes affûtées qu'elle maniait avec une précision blessante. Elle commençait souvent par des futilités, des remarques sur ma façon de gérer les courses, sur le désordre qu'elle trouvait dans la maison alors que j'étais toujours celui qui rangeait le plus haut sur mon travail. Tu ne vas pas rester à la logistique toute ta vie, quand même, Thomas, disait-elle avec un soupir de lassitude, comme si mon emploi, celui qui nous avait permis de vivre pendant toutes ces années, était devenu une insulte à sa nouvelle fortune. J'essayais de lui expliquer que j'aimais mon travail, que je voulais continuer à construire, à être utile, que l'argent ne devait pas nous transformer. Mais mes mots se heurtaient à un mur de froideur. Tu ne comprends rien, Thomas. Tu as toujours eu des vues étriquées. C'était ça, le pire. Ce dédain soudain pour tout ce que nous avions été, pour tout ce que j'étais. Elle me regardait comme un vestige d'un passé qu'elle voulait effacer. Le fossé entre nous grandissait à chaque seconde, devenant un canyon infranchissable. J'essayais de l'atteindre, de la ramener à la surface, à la femme que j'avais aimée. Je préparais son plat préféré, un simple poulet basquez qu'elle adorait, dans l'espoir qu'une saveur familière, une attention tendre, puisse briser la glace. Elle mangeait distraitement, ses yeux fixés sur son téléphone, répondant par monosyllabes à mes tentatives de conversation. Léo m'a raconté sa journée à l'école, il a eu une bonne note en maths. Et elle, c'est bien. Pas un regard, pas un sourire.
C'était comme tenter de réchauffer un glaçon avec une flamme vacillante. J'étais là, présent, vivant, mais pour elle, je semblais être devenu une ombre encombrante, une pièce de mobilier à laquelle on ne prête plus attention. Les nuits étaient pires encore. Elle se couchait tard, après des heures passées devant son ordinateur ou au téléphone, et quand elle me rejoignait dans le lit, elle tournait le dos, une barrière invisible mais palpable s'érigeant entre nous. Je sentais la solitude s'installer, lourde et glaciale, dans l'espace qui nous séparait. Avions-nous toujours été si distants? Non. Avant, même dans la fatigue, il y avait un geste, une main tendue, un murmure de tendresse. Maintenant, il n'y avait que le vide, l'écho de mes propres pensées qui tournaient en boucle, cherchant une explication, une échappatoire. Qu'est-ce qui nous arrive, Émilie, avais-je osé un soir, ma voix à peine audible dans l'obscurité. Elle n'avait même pas bougé. Rien, Thomas. C'est juste la vie qui change. Et ces mots, prononcés d'une voix monocorde, me transperçaient comme des éclats de verre. C'était ça, la vie qui change. La sienne, pas la nôtre. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds, mais je ne pouvais pas encore imaginer l'abîme qui m'attendait. J'avais des pressentiments, des picotements d'angoisse qui montaient en moi chaque fois qu'elle s'éloignait, chaque fois qu'elle parlait de son argent, de ses projets. Elle avait commencé à chercher des appartements, des villas même, dans des quartiers que nous n'aurions jamais pu nous offrir, et elle ne me consultait plus, elle m'informait, comme si j'étais un simple spectateur de sa nouvelle existence. J'essayais de rester calme, de rationaliser, de croire qu'elle reviendrait, que l'excitation des débuts s'estomperait et qu'elle retrouverait le chemin de notre foyer, de notre amour simple et vrai. Mais l'espoir, comme une bougie au vent, vacillait de plus en plus fort. Puis, vint ce jour. C'était un mercredi, je travaillais à l'entrepôt, le bruit incessant des chariots élévateurs et les cris des collègues résonnaient dans l'immense hangar. La sueur perlait sur mon front, la fatigue du matin pesait, mais j'étais concentré sur ma tâche. Mon téléphone a vibré dans ma poche, c'était Émilie. Un appel au milieu de la journée, c'était rare. D'habitude, elle m'envoyait un message. Mon cœur a fait un bond, une mauvaise prémonition s'est installée, lourde et froide dans ma poitrine. Je suis sorti à l'écart, près des quais de chargement, où le rugissement des moteurs masquait un peu ma voix, mais où le vent portait les sons d'une manière étrange. J'ai décroché. Allô, Émilie? Tout va bien? Ma voix était pleine d'une inquiétude palpable. Et là, sa voix. Ce n'était pas celle de la femme que j'avais épousée, celle qui avait ri avec moi, pleuré avec moi, qui avait partagé mes peurs et mes espoirs. C'était une voix plate, métallique, dénuée de toute chaleur, de toute humanité, comme si elle lisait un communiqué de presse. Elle a prononcé les mots, chaque syllabe claquant comme un coup de fouet, perçant le brouhaha ambiant de l'entrepôt, résonnant dans mon oreille comme si j'étais le seul à les entendre. Thomas. Je viens d'hériter de millions. Un court silence, que j'ai rempli de mon propre souffle coupé. Puis, elle a continué, le ton encore plus sec, plus impitoyable. Fais tes valises. Sors de ma maison. Le monde autour de moi s'est figé. Les chariots élévateurs ont cessé leur danse infernale, les voix des hommes se sont tues, le vent a arrêté de souffler. Je me tenais là, le téléphone collé à mon oreille, mon bras pesant comme du plomb, ma respiration bloquée dans ma gorge. C'était comme si un astéroïde venait de s'écraser directement sur moi, me réduisant en poussière sur place. Des millions. Fais tes valises. Sors de ma maison. Les mots tournaient en boucle dans ma tête, vidés de sens et pourtant d'une cruauté insondable. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais rien dire. J'ai entendu un clic, la ligne s'est coupée. Elle avait raccroché. Sans un mot de plus, sans une once d'explication, sans un soupçon de pitié. Mon corps a été pris de tremblements, une sueur froide a inondé ma peau. C'était ça, la transformation. Le ver était dans le fruit depuis bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Toute cette distance, toute cette froideur, ces regards évasifs, tout menait à cet instant précis. Qu'aurais-tu fait à ma place? Serais-tu resté là, debout, au milieu du bruit et de la vie qui continuait autour de toi, comme un fantôme, incapable de bouger, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui venait de t'arriver? J'avais l'impression que quelqu'un avait arraché le sol sous mes pieds, et que je flottais dans le vide, seul, dépossédé de tout, même de la dignité de pouvoir demander pourquoi. La trahison avait un goût amer, métallique, comme le sang dans ma bouche.
Le ciel lui-même semblait s'être assombri, promettant une tempête dont je ne pouvais imaginer l'intensité. Mon cœur, que je pensais blindé par les années de labeur, venait d'être transpercé, et la douleur qui s'en échappait était d'une acuité insoutenable. Mon retour à ce qui avait été notre foyer ne fut pas une marche, mais une descente. Chaque pas sur le bitume froid, chaque souffle de l'air du soir qui piquait mes poumons, était lesté d'une certitude terrible. L'appel d'Émilie, sa voix transformée en une lame de glace tranchant le fil de notre vie, résonnait encore dans le creux de mon oreille, un écho lugubre et moqueur. Fais tes valises. Sors de ma maison. Ma maison. Mon foyer. Notre foyer. Le verbe possessif qu'elle avait craché avait déchiré le voile, révélant la chimère sur laquelle nous avions bâti. Qu'aurais-tu ressenti, toi, au bord de ce gouffre, en sachant que l'endroit où tu avais posé tes rêves, où tu avais tissé le tissu de ton existence, te serait désormais refusé par celle-là même avec qui tu avais tout partagé? Les clés, autrefois si familières et légères dans ma main, me pesaient maintenant comme des ancres. Le métal froid semblait brûlant contre ma paume. J'ai inséré la clé dans la serrure, un geste accompli des milliers de fois, mais qui cette fois, revêtait la solennité d'une condamnation. La porte s'ouvrit dans un silence pesant, un silence qui n'était pas celui de l'absence momentanée, mais celui d'un vide définitif. L'odeur de la maison, ce mélange subtil de notre lessive, du café du matin et des plats qu'Émilie cuisinait, me frappa comme un poing invisible. C'était le parfum de notre passé, un fantôme en suspension dans l'air, et il me serrait la gorge plus qu'aucune autre chose. Mon regard erra dans le petit salon. Le plaid jeté sur le canapé où nous regardions nos séries, la pile de magazines sur la table basse, le cadre photo où nous sourions, il y a des années, sur une plage ensoleillée, insouciant et plein d'espoir. Chaque objet, chaque détail, était un coup de marteau sur le verre déjà fêlé de mes souvenirs. Je sentais la rage monter, non pas une fureur explosive, mais une colère froide et méthodique, celle qui se niche au plus profond de l'être et transforme le désespoir en une étrange résolution. Émilie n'était pas là. Son absence physique, alors même que sa présence psychologique emplissait chaque recoin, était une nouvelle forme de torture. Elle n'avait même pas eu le courage de m'attendre. Puis, je l'ai vue. Sur la table basse, juste sous le cadre photo de notre passé heureux, un dossier. Un simple dossier blanc, mais dont la présence criait plus fort qu'un coup de tonnerre. Mes yeux s'y posèrent, et mon cœur, déjà meurtri, s'arrêta un instant. Des papiers. Des papiers légaux. L'enveloppe n'était pas scellée, juste posée là, ouverte, comme une invitation au massacre. Mes mains tremblaient en les prenant. Le papier glacé, la typographie clinique, les termes juridiques froids et impitoyables, requête en divorce, ordonnance de non-conciliation, partage des biens. Chaque mot était un coup de poignard, chaque ligne une sentence. Elle avait déjà signé. Son paraphe, élégant et sans hésitation, s'étalait au bas de chaque page, un acte final de reniement, une déclaration de guerre silencieuse mais assourdissante. C'était là, noir sur blanc. Mon existence, ma relation, notre histoire, réduite à des articles de loi, à des clauses de séparation. Je n'étais plus son mari, j'étais une partie dans une procédure. C'était une humiliation d'une cruauté rare, orchestrée avec une précision chirurgicale. Je pouvais presque l'entendre, dans le silence de la pièce, rire de ma naïveté, de ma confiance aveugle. Une onde de froid me parcourut l'échine, puis une chaleur étrange, comme si mon sang s'était transformé en lave. Le chagrin était toujours là, une béance lancinante dans ma poitrine, mais il s'était teinté d'une substance nouvelle, plus dure, plus résiliente. Une détermination. Une certitude. Un plan, forgé dans les profondeurs de ma blessure. Mon regard glissa sur le dossier, puis vers la cuisine. Et là, elle apparut. Émilie. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, un verre de vin rouge à la main, son visage empreint d'une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de triomphe à peine dissimulé et de mépris glacial. Elle ne cherchait même plus à jouer la comédie. Elle me regardait comme un objet, un meuble dont elle se débarrassait. Ses yeux n'étaient plus les mêmes, les pupilles élargies, un éclat dur, avide. C'était une étrangère, une statue de marbre dont le cœur avait été remplacé par de l'or. « Tu as lu ?» Sa voix était monocorde, plate, dénuée de toute émotion, une perfection que je n'aurais jamais cru possible. C'était le ton d'une exécution programmée. Je relevai la tête, mon regard ancré dans le sien. Mon cœur battait la chamade, une symphonie de douleur et de colère,
mais je fis un effort surhumain pour ne rien laisser transparaître. La colère, parfois, peut être une force tranquille, une puissance qui se dissimule derrière un calme apparent. J'ai lu, oui. Ma voix, étonnamment, était posée, presque douce. Ce calme sembla la déconcerner un instant. Son sourcil se leva à peine, une brève faille dans son armure d'indifférence. Elle fit un pas en avant, puis un autre, s'approchant de la table. Elle posa son verre de vin, le liquide sombre tourbillonnant à peine. Alors ? Tu signes, j'espère ? Ou vas-tu faire traîner les choses, comme d'habitude ? Comme d'habitude, était une flèche empoisonnée, une référence à ma prudence, à ma volonté de tout envisager avant d'agir. Elle avait toujours vu cela comme une faiblesse. Aujourd'hui, c'était mon atout. Je pris le stylo qu'elle avait laissé près du dossier. C'était un stylo cher, un de ceux qu'elle avait acheté récemment, sans doute avec une petite partie de cet héritage déjà. Lourd, métallique, froid. Le contraste avec la chaleur de ma main était saisissant. Je le tins un instant, contemplant la page, les lignes vides, la signature d'Émilie. Un gouffre s'ouvrait devant moi, la fin d'une ère, la destruction de toutes mes certitudes. Mais aussi, la promesse d'une libération, étrangement. L'idée même de cette signature était une guillotine, mais à ce moment-là, je sentais que ce n'était pas ma tête qui allait rouler. Je levai les yeux vers elle, un sourire se dessinant lentement sur mes lèvres. Pas un sourire de joie, non. Ni même un sourire de défi. C'était un sourire étrange, un sourire énigmatique qui devait sembler insensé à ses yeux. Un sourire qui cachait un monde de pensées, un secret bien gardé, une ironie mordante que seule la victime comprenait vraiment. C'était le sourire d'un homme qui, ayant tout perdu, découvre qu'il n'a plus rien à perdre. Un sourire de l'âme qui sait ce que l'autre ignore. Je signe, Émilie. Ma voix ne trembla pas. Chaque mot était une pièce de mon armure. Je me penchai sur la table, le stylo frôlant le papier. Le son sec de la pointe touchant la feuille résonna dans le silence de la pièce. Je signai mon nom, Thomas Leroy, avec une calligraphie nette, sans hésitation. Ma main était ferme. Chaque lettre était un adieu à l'homme que j'avais été avec elle, un engagement envers l'homme que je deviendrais. Je signai ma libération, la fin d'une illusion. Je relevai la tête, le sourire toujours figé sur mes lèvres, mais un peu plus large maintenant, avec une pointe de malice froide. Son regard était toujours posé sur moi, teinté d'une impatience à peine contenue, un mélange de soulagement et d'ennui, comme si elle regardait un enfant turbulent signer son bulletin. Voilà. C'est fait. Je posai le stylo, le dossier clos sur la table, mon nom à côté du sien, un point final à notre histoire. Puis, je pris une profonde inspiration, le parfum fantôme de notre passé emplissant encore mes poumons. Je la regardai droit dans les yeux, les mêmes yeux que j'avais jadis regardés avec tant d'amour, et qui maintenant me renvoyaient une image d'une froideur abyssale. Bonne chance, Émilie. Le ton était plat, sans sarcasme apparent, presque bienveillant. Mais le sourire qui accompagnait ces mots était tout sauf ça. Ce sourire, elle ne le comprenait pas. Elle pensait que c'était la défaite qui me rendait fou, ou une tentative pitoyable de sauver la face. Elle ignorait que ce « bonne chance » n'était pas une formule de politesse, mais une prophétie. Elle pencha la tête sur le côté, un air de supériorité toujours rivé sur son visage. De la chance, je n'en manque pas, Thomas. Contrairement à toi. Ses paroles étaient des pics, elle ne pouvait s'en empêcher. Elle savourait ce moment. Elle se croyait au sommet du monde, son royaume fraîchement acquis. C'est alors que le moment que j'avais attendu, patiemment, douloureusement, se présenta. Le moment de la vérité. Le moment de révéler la carte que j'avais gardée secrète, non par malice pure, mais par une sorte de fatalisme. Je l'avais gardée parce qu'il y avait une part de moi qui espérait qu'elle ne serait jamais nécessaire. Une part de moi qui avait prié pour que l'héritage, s'il arrivait, soit pur, qu'il nous apporte la paix, et non la destruction. Mais cette part était morte avec son appel. C'est vrai, Émilie. La chance te sourit, c'est indéniable. Des millions. Une nouvelle vie. Le rêve de toute une existence, n'est-ce pas? Ma voix était douce, presque hypnotique. Je la maintenais captive, la laissant savourer son triomphe avant de la précipiter dans le vide. Elle sourit, un sourire plein de suffisance. Exactement. Tout ce que tu n'as jamais pu m'offrir. Oh,
Je crois que tu te trompes. Je t'ai offert beaucoup plus, sans doute. Mais passons. C'est le passé. Je pris une pause, le silence s'étira, lourd et tendu. L'air dans la pièce semblait se faire plus dense, comme avant un orage. Mais à propos de cet héritage. Ton grand-oncle Raymond. Je me suis renseigné un peu, il y a quelques mois. Quand tu as commencé à en parler, à fantasmer sur une fortune qui tomberait du ciel. J'étais curieux, tu sais. Ton vieux mari prévoyant. Toujours à vouloir comprendre les choses, à vérifier. Mon défaut, n'est-ce pas? Son expression commença à changer, un imperceptible froncement de sourcils. Son sourire vacillait. L'impatience refaisait surface, mêlée d'une pointe de curiosité inquiète. Qu'est-ce que tu racontes, Thomas? Je pris une profonde inspiration, le moment était venu. Raymond, Émilie. Il n'était pas juste un vieux riche excentrique, tu sais. Il était impliqué. Profondément impliqué dans des affaires pas très claires. Blanchiment d'argent. Fraude fiscale à grande échelle. Et, bien pire, des liens avec un certain milieu, disons, qui n'aime pas la lumière. J'ai découvert ça un peu par hasard, en cherchant des articles de presse sur lui. Des rumeurs, des enquêtes qui avaient été étouffées, mais qui laissaient des traces. Des traces que je n'ai pas pu ignorer. Je la regardais, ses yeux commençaient à s'écarquiller, son visage perdant peu à peu sa couleur. La confiance en elle s'effritait à vue d'œil. Tu vois, Émilie, les millions que tu as hérités, ils ne sont pas juste tombés du ciel. Ils viennent d'un réseau complexe, d'une fortune bâtie sur le dos de gens ordinaires, sur des magouilles qui défient l'entendement. Et ce genre de fortune, crois-moi, ne reste jamais invisible très longtemps. Il y a toujours des gens qui cherchent. Des autorités. Des anciens associés. Des victimes. Son verre de vin sur la table trembla, elle se pencha légèrement en avant, ses mains s'agrippant au bord du meuble, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce que tu insinues, Thomas? C'est absurde. Tu es fou de rage, c'est tout. Sa voix était plus aiguë, une dissonance claire dans sa tentative de maîtriser la situation. Suis-je fou, Émilie? Ou est-ce toi qui es aveuglée par la cupidité? Mon ton était froid comme l'acier. Il y a une enquête en cours, Émilie. Une très grosse enquête. Le fisc, la brigade financière, ils sont sur l'affaire Raymond depuis des mois, peut-être des années. Et maintenant, cette fortune, ton héritage, il est le maillon faible. Ils vont remonter la piste. Et tu es la bénéficiaire. Connais-tu le concept des astérisques argence à l'astérisque? De astérisque recèle de bien mal acquis astérisque? Le choc sur son visage fut palpable. La couleur l'avait totalement quitté. Ses yeux, d'abord écarquillés par l'incrédulité, étaient maintenant voilés d'une terreur grandissante. Le verre de vin, toujours posé sur la table, semblait refléter l'obscurité qui s'installait dans son regard. Le masque de marbre s'était fissuré, révélant la peur primaire, la panique. Son triomphe s'était transformé en cendre, et elle le voyait, elle le sentait, le goût amer de cette révélation. Ce que tu as hérité, Émilie, ce n'est pas une bénédiction. C'est un cadeau empoisonné. Une épée de Damoclès. Tous ces millions, ils sont sous le microscope. Et tu es maintenant au centre de l'attention. Tu es passé de petite employée à héritière de millions. Tu crois que personne ne va se poser de questions? Tu crois que les autorités, si pointilleuses avec nos quelques économies, vont laisser passer une telle somme sans investigation approfondie, surtout quand l'origine est aussi trouble? Elle cherchait ses mots, essayait de respirer. Son corps tremblait visiblement. Mais comment, tu sais ça? Ce n'est pas possible. Oh, c'est possible, Émilie. Et je l'ai découvert bien avant toi, quand tu étais trop occupée à rêver de palaces et de voitures de sport. J'ai vu les fils se nouer, j'ai vu l'ombre grandir. J'ai espéré me tromper. J'ai espéré que ce ne serait pas si grave. Mais quand tu m'as annoncé ton héritage avec un tel dédain, et surtout quand tu m'as chassé de ta maison, j'ai compris que ma prudence n'avait plus lieu d'être. La vérité, elle, est bien là. Je fis un pas vers la porte, mon cœur encore endolori, mais l'esprit étrangement léger. Le poids de la dissimulation avait disparu. Elle resta là, immobile, une statue de cire en train de fondre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Son regard était vide,
hagard, fixant les papiers de divorce sur la table, un symbole de sa victoire qui, en un instant, s'était révélé être le début de sa chute. Alors oui, Émilie. Bonne chance. Tu en auras besoin. Je me retournai, la laissant seule au milieu de son château de cartes, un château bâti sur des sables mouvants. La porte se referma derrière moi, un bruit sourd et définitif, scellant non seulement la fin de notre mariage, mais aussi le début de son cauchemar. L'air frais de la nuit me parut subitement pur, malgré la douleur lancinante. J'avais signé le divorce, mais j'avais aussi, à ma manière, rendu une forme de justice. Le silence qui avait suivi mes mots, cette phrase jetée comme un pavé dans la mare de son triomphe, était le plus lourd que j'ai jamais entendu. Je me souviens de son visage, non pas celui de l'épouse aimante que j'avais connue, ni même de la femme arrogante des dernières semaines, mais celui d'une étrangère terrifiée, figée dans une sorte de masque de cire, les yeux ronds comme des billes de verre, le teint blafard. La couleur de la vie s'était éteinte en elle, ne laissant qu'une coquille vide, une image inversée de la jubilation qui l'avait animée quelques instants plus tôt. C'était le début de sa chute, un vertige que je ne lui souhaitais pas, mais qui était devenu inévitable, la juste conséquence de ses choix et de cette avidité qui l'avait consumé. Quant à moi, en sortant de cette maison qui avait été la nôtre, portant une simple valise, l'impression était étrange, presque surréaliste. C'était comme si un poids immense s'était soulevé de mes épaules, un fardeau invisible fait de non-dits, de peur, de la tension constante qui avait imprégné chaque recoin de notre vie depuis l'annonce de cet héritage maudit. Bien sûr, la douleur était là, une lame froide et acérée plantée profondément dans ma poitrine, le deuil d'une relation, d'un futur imaginé, d'un amour qui n'était plus qu'une illusion fanée. Mais au-delà de cette souffrance lancinante, une sensation inattendue de légèreté flottait autour de moi, une paix ténue, comme le calme après la tempête, lorsque le ciel est encore gris mais que l'air a été purifié. Connais-tu ce sentiment où l'air devient plus facile à respirer, même si tu sais que la route devant toi est semée d'embûches? Les jours qui ont suivi ont été un mélange chaotique de démarches administratives, de nuits courtes et d'une solitude assourdissante. J'ai trouvé refuge temporairement chez un vieil ami, Jean, dont le canapé, aussi inconfortable fût-il, m'offrait un abri précieux et l'écoute silencieuse d'une amitié inébranlable. Il y avait des moments où la réalité me frappait de plein fouet, où le vide autour de moi me rappelait brutalement l'ampleur de ce que j'avais perdu. Je me surprenais à fixer le mur, le regard perdu, me demandant comment deux vies si inextricablement liées pouvaient se défaire avec une telle violence, une telle facilité. La trahison d'Émilie n'était pas seulement un acte ponctuel, mais une révélation, une déchirure brutale du voile qui cachait sa vraie nature, transformant notre passé en une série de mensonges et de compromis silencieux. Cette femme que j'avais aimée, pour qui j'avais tant sacrifié, n'existait peut-être que dans mon esprit, une projection de mes propres désirs et de ma capacité à croire au meilleur. Qu'aurais-tu fait, face à ce mirage dissipé, cette image brisée de l'être aimé? Pendant ce temps, les échos de sa propre déroute commençaient à me parvenir, d'abord sous forme de rumeurs murmurées, puis par des articles de presse, discrets au début, mais de plus en plus insistants. L'enquête sur l'oncle Raymond avait pris une nouvelle ampleur, et le nom d'Émilie, en tant qu'héritière de ses fonds, était mentionné avec une fréquence croissante. Les comptes avaient été gelés, les avocats s'étaient multipliés autour d'elle comme des vautours, et la fortune qu'elle avait tant convoitée s'était transformée en une source inépuisable de problèmes, de tracasseries légales et d'une pression insoutenable. Son château de cartes, bâti sur l'avidité, s'effondrait brique par brique, et chaque effondrement faisait un bruit sourd qui résonnait même jusqu'à moi, malgré la distance que j'avais mise entre nous. C'était une justice étrange, amère, qui ne m'apportait aucune joie véritable, mais une forme de confirmation que la vérité finit toujours par trouver son chemin. L'argent, cette lumière vive qu'elle pensait avoir saisie, s'était avéré être un feu destructeur. Ma propre vie, elle, fut une lente et laborieuse reconstruction. J'ai dû déménager dans un petit appartement, plus modeste que tout ce que j'avais connu, ses murs encore nus comme ma propre âme. Les matins étaient les plus difficiles, le silence du réveil sans elle, l'absence de l'odeur du café qu'elle préparait, même si les derniers temps, elle ne le faisait plus. Chaque geste du quotidien, autrefois partagé, devenait un rappel de la solitude, une épreuve à surmonter. Je me suis replongé dans mon travail avec une ferveur nouvelle, presque thérapeutique. Les chantiers, le bruit des machines, la camaraderie simple de mes collègues, tout cela m'offrait un ancrage dans le réel, une distraction bienvenue aux tourments de mon esprit. J'ai appris à savourer la simplicité d'un repas préparé par mes propres mains, la tranquillité d'une soirée passée à lire un livre ou à écouter de la musique, des plaisirs que j'avais oubliés dans la course effrénée à une vie meilleure.
Cette solitude, d'abord une plaie béante, est devenue peu à peu une forme de liberté, un espace pour me retrouver, pour réapprendre qui j'étais en dehors du prisme d'Émilie. Les questions, elles, ne cessaient de me hanter. Comment en étions-nous arrivés là? Était-ce seulement l'argent qui avait révélé sa vraie nature, ou bien cette personnalité était-elle latente en elle, attendant le bon moment, la bonne opportunité pour éclore? Et moi, avais-je été aveugle, complice de mon propre aveuglement? Je me suis interrogé sur mes propres peurs, mes doutes, sur ces moments où j'avais ignoré les signaux, espérant que l'amour suffirait à combler les fissures. La clarté nouvelle qui s'est faite en moi fut celle, douloureuse, que l'amour ne peut pas tout. Il ne peut pas guérir l'avidité, ni masquer la malhonnêteté, ni compenser l'absence de valeurs fondamentales. L'argent, mes amis, n'est qu'un révélateur. Il ne crée pas les monstres, il les nourrit, il les fait grandir, il arrache les masques que nous portons tous, parfois si bien que nous les oublions nous-mêmes. Cette histoire, je la partage avec toi, pas pour me plaindre, ni pour chercher la pitié. Non. Je la partage parce qu'elle est bien plus que la trahison d'une femme envers son mari. C'est une parabole moderne sur la nature humaine, sur les tentations, les choix, et les conséquences souvent inattendues qui en découlent. C'est un miroir tendu à chacun d'entre nous, nous invitant à nous demander, qu'aurions-nous fait? Aurions-nous succombé à l'éclat aveuglant d'une fortune inattendue, ou aurions-nous su garder le cap, rester fidèles à nos principes, à ceux que nous aimons? Combien de vies sont brisées, non pas par la misère, mais par l'opulence soudaine, par le mirage d'une vie sans contrainte, sans effort? Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quel pays. Elle n'est pas unique à mon parcours, car la fragilité de nos existences face à l'inattendu est universelle. Il suffit d'un instant, d'un coup de téléphone, d'une décision mal avisée, d'un héritage qui tombe du ciel, pour que tout bascule. L'équilibre est précaire, nos certitudes sont des châteaux de sable, et la véritable richesse ne se mesure pas en millions, mais en la solidité de nos liens, en la pureté de notre conscience, en la paix que nous trouvons en nous-mêmes. C'est un voyage solitaire, celui de la vie, mais c'est dans cette solitude, parfois, que l'on trouve la clarté la plus profonde, la vérité la plus essentielle. Ne croyez-vous pas que la plus grande liberté, c'est de ne rien devoir à personne, surtout pas à l'illusion d'une richesse éphémère?